Alors, on va parler d'une alliance dans le secteur de l'événementiel qui va nous poser aussi la question de cette orientation vers le cashless, comme on dit, c'est-à-dire la fin de la monnaie fiduciaire pour certaines transactions. Bonjour Pierre-Henri Deballon, vous êtes cofondateur et président de WizEvent. Donc, c'est la solution de billetterie en ligne qui est très utilisée par de nombreux acteurs, des petits comme des grands, que ce soit pour l'organisation de salons, de concerts, d'événements, de séminaires. WizEvent, c'est le deuxième acteur français aujourd'hui derrière la Fnac sur la billetterie en ligne. Et votre annonce, donc, c'est la fusion, le rachat même, on peut dire, d'un concurrent belge qui s'appelle Playpass et qui va faire de vous un leader européen. Alors déjà sur cette annonce, qu'est-ce qui était important pour vous dans ce rachat? Est-ce que c'est d'adresser différents marchés ou est-ce que c'est de mettre beaucoup plus de puissance justement sur ce cashless? Bonjour Delphine, merci de me recevoir. Il y avait deux enjeux. Le premier enjeu, c'est effectivement de se renforcer avec cet acteur européen pour se projeter encore plus sur l'international. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires de WizEvent, 80%, c'est en France. Et avec cet acteur, on passe sur un chiffre d'affaires qui est de 50% à l'étranger, 50% en France. Et ensuite, c'est un acteur avec lequel on est en frontal régulièrement sur cette partie cashless, donc ces petits bracelets de paiement, notamment sur les festivals. Et donc en Angleterre, en Espagne, en Belgique, on était souvent confrontés à eux. Et comme vous le savez, le secteur de l'événementiel est face à une forte crise avec cette crise du Covid-19. Et à un moment donné, à force de se fréquenter, on avait aussi un respect pour eux, leur technologie, leurs équipes. Et on s'est mis autour d'une table et on s'est dit que c'était certainement le moment de faire un acteur plus puissant. Il y a des très gros marchés. Aujourd'hui, on est en train d'adresser des marchés au Brésil, au Mexique, à Hong Kong, en Afrique du Sud. Et avec cet acteur, ça nous permet d'aller plus vite, d'être plus solide, de bénéficier de leurs équipes sur place. Ils avaient déjà des antennes en Amérique du Sud, donc ça permet de s'appuyer dessus. Donc l'idée, c'est effectivement de se renforcer, d'avoir plus de puissance. Et c'est vrai que c'est un facteur clé. Aujourd'hui, on se pose beaucoup des questions autour de la souveraineté. On va aborder également ce sujet plus tard dans l'émission. La souveraineté numérique européenne, elle passe par ces alliances. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse bâtir des acteurs beaucoup plus puissants et solides. Exactement. Et c'est ce que je pense aussi, c'est que à un moment donné, avec eux, on est en capacité d'aller adresser des grands comptes aux États-Unis. Là, on discute avec les plus grands producteurs mondiaux. Et seul petit acteur français, je pense que ça aurait été compliqué. Eux, petit acteur belge aussi. Mais ensemble, on est vraiment devenus. Et je pense qu'aujourd'hui, on dit qu'on est un leader européen, mais au niveau mondial, je pense qu'on a une des meilleures technologies. Et même en termes de taille. Et en taille, France, on est plutôt bien positionné sur le cashless. c'est un des plus développés. Ouais. Vous l'avez dit rapidement, c'est vrai que le cashless, c'est cette facilité qui est mise en place. On crée un porte-monnaie électronique. C'est ça. Qui va nous permettre ensuite, par exemple, de payer nos consommations dans un festival à travers une simple application. Tout à fait, oui. C'est pendant des grands événements essentiellement. Et donc avec souvent le bracelet, vous savez, sur les festivals, on a un bracelet d'accès. Dessus, il y a une petite puce NFC. D'ailleurs, cette puce NFC, elle peut être dans différents supports. Ça peut être une carte magnétique. Et avec cette petite puce, on a des droits à consommer. Et ces droits à consommer, c'est les jetons plastiques qu'on achetait pour payer des boissons, par exemple, qui sont matérialisés numériquement et qu'on va ensuite présenter à chacun des barman quand on veut acheter une bière ou quand on veut acheter un sandwich. C'est plus rapide et plus sécurisé que la poche de jean. Et surtout beaucoup moins d'argent pour l'organisateur qui circule pendant l'événement. Sur les vieilles charrues, par exemple, il y avait une vingtaine de transporteurs de fonds qui étaient juste là pour s'assurer que les flux ne disparaissent pas. Et puis avec des problématiques de vol, vous avez quand même beaucoup de bénévoles potentiels, d'intervenants extérieurs. Il faut installer des distributeurs de billets et ainsi de suite. Et donc tout ça, plus des normes sanitaires, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que de ne pas avoir d'espèces qui circulent, c'est d'autant plus sécure. Et ben donc tout ça fait que pour l'organisateur, il y a un vrai enjeu de passer sur ces technologies. Alors, vous parlez de normes sanitaires. Donc là, l'événementiel est frappé violemment par la crise Covid-19. Comment vous traversez cette situation? Quel est l'impact pour votre activité déjà? Et ensuite, on verra comment on peut éventuellement trouver des solutions. Oui, on a été, comme vous le dites, on a été les tout premiers impactés. Le Salon de l'Agriculture, c'était un des premiers événements qui a été annulé, le dimanche du Salon de l'Agriculture. Et on faisait d'ailleurs la billetterie. Donc dès le lundi, on a été dans la première phase qui a été la gestion des remboursements de tous ces événements annulés, l'accompagnement des organisateurs dans ces problématiques. Donc c'était des millions de billets à vendre, à rembourser. Oui. Ça, c'était la première phase. La deuxième phase, ça a été de faire le dos rond et de mettre, entre guillemets, la structure un peu en sauvegarde. Pas d'un point de vue juridique, mais en tout cas de prendre toutes les mesures pour qu'on passe au mieux cette crise. On fait moins 80% de chiffre d'affaires sur l'année. Et donc, heureusement, le gros de nos dépenses sont des dépenses de ressources humaines. On a peu de charges fixes parce qu'on a quelque chose de très numérique. Et
le chômage partiel nous a permis de limiter la casse. En tout cas, on n'a pas eu à licencier. On a certes arrêté les recrutements, on n'a pas remplacé les départs, mais ça nous a permis de conserver les équipes parce que l'enjeu, et c'est aussi l'enjeu du rapprochement avec Playpass, c'est d'être prêt pour la reprise. Et donc, en étant plus forts ensemble, ça nous permet d'être... Donc, il y a cette alliance qui pourrait servir d'antidote. Il y a un autre antidote, c'est un pass sanitaire pour les festivals. La saison des festivals se rapproche à vitesse grand V. Quel serait le principe de ce pass sanitaire que vous proposez ? Dans l'idée, nous, on est un acteur qui fait donc de la billetterie, on émet un titre d'accès et ce titre d'accès permet d'entrer dans l'événement. Et donc, on gère aussi des solutions de contrôle d'accès. Et donc, lié au contrôle d'accès, il est assez facile pour nous et on le fait déjà sur certains types d'événements. Par exemple, sur un marathon, lorsque vous vous inscrivez, vous êtes obligé de télécharger un certificat médical qui vous autorise finalement à participer à cette compétition. Et donc, c'est des technologies très simples qu'on maîtrise complètement aujourd'hui, qu'on met à la main de l'organisateur, où on lui donne la possibilité justement que les participants uploadent différentes pièces que lui va ensuite modérer. Donc ça, c'est des choses qu'on sait faire et encore plus, on sera en capacité demain, mais alors après, ça dépend des décisions des différents gouvernements et donc comme on est sur différents pays, on est en échange avec différentes instances, ce serait d'aller pouvoir interroger une base externe. Typiquement, tous anti-Covid, si demain on a la capacité de dire je suis vacciné et que c'est certifié, on pourrait aller interroger cette base de données pour croiser deux choses. Être propriétaire d'un titre d'accès et de l'autre côté avoir cette sécurité sur soit un test antigénique valide, soit sur un vaccin réalisé. Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous décider avec les organisateurs du festival tout seul de mettre en place ce pass sanitaire ? On pourrait, mais la réalité c'est que ce sera des normes qui permettront le retour des événements qui seront décidés par les gouvernements. Et donc on est dans l'attente qu'à un moment donné on nous dise voilà le protocole. On pourrait imaginer de le faire un petit peu comme le fait l'aérien avec IATA qui est en train de développer ce pass, qui a la même logique, qui est finalement de dire j'ai un billet d'avion et j'ai de l'autre côté un pass. Mais la réalité, c'est que le retour des événements va être très scruté et très sensible parce que médiatiquement, le moindre cluster serait dramatique. Donc de fait, on est un peu obligé d'attendre. Vous avez besoin d'accéder à une base de données fiable et valide aussi pour vous assurer qu'effectivement les personnes sont sans danger. Exactement. Merci beaucoup Pierre-Henri Deballon, PDG de WizEvent. Merci à vous. C'est l'heure de notre talk sur la fuite de données médicales qui a touché 500 000 patients français. On va avoir des témoignages inédits.